Donc, veuillez fermer vos micros lorsque vous n'intervenez pas. Utilisez le chat afin d'interagir, poser vos questions auxquelles on répondra avec grand plaisir à la fin de la session. Maria, Oui, tu veux d'accord. bien présenter le déroulé du programme? Je pense qu'on peut commencer, si vous en êtes d'accord. D'accord. OK. Bonjour tout le monde, bienvenue. Bon, cette session informative sur les fondations, dans le début, on va avoir un aperçu du programme Biopama et de fondation comme complet. Et après, on parlera plus spécifiquement sur la subvention d'intervention rapide, son objectif, les critères d'éligibilité, cadre logique, les systèmes de gestion environnementale et sociale nécessaires à répondre et la procédure de candidature, différents critères d'évaluation. Et en deuxième moment, on parlera sur les spécificités du budget ou de la présentation des demandes du côté financier. Donc, d'abord, une introduction, après les contenus techniques de l'intervention rapide, et troisième point, pardon, il faut fermer les micros. Et le troisième, c'est les spécificités sur le budget. Et après, on a un moment pour les questions et réponses. Soit vous pouvez poser votre question sur le chat et on va organiser dans la fin par les différents aspects de vos questions. Et de toute façon, les questions qui ne pourraient pas être très spécifiques ici, vous aurez aussi accès à les différentes informations dans la page web. Donc, pour commencer, je vous appelle Carole, la coordinatrice du Biopama pour le component fondation. Merci beaucoup, Maria. Donc, je suis Carole Martinez. Je suis la coordinatrice du Fonds d'action pour ce programme Biopama et je vais vous donner un bref aperçu de l'ensemble du programme avant que mes chers collègues pour la région Afrique de l'Ouest et centrale vous donnent de plus amples détails sur les critères d'éligibilité de cet appel pour les subventions d'intervention rapide ainsi que sur la préparation du budget avec ma collègue Anna. Donc, le programme Biopama est une initiative de l'Organisation des États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique qui est financée par le 11e Fonds de développement de l'Union européenne. Cela représente un investissement total de près de 60 millions d'euros, soit un investissement conséquent, afin d'améliorer la conservation et l'utilisation durable à la fois de la biodiversité et des ressources naturelles. Ce programme est mis en œuvre conjointement par l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, ainsi que par le Centre commun de recherche de la Commission européenne, communément appelé CCR. Ce programme est bien sûr dédié et mis en place en étroite collaboration avec l'ensemble des acteurs au niveau régional, national et local dans tous les pays d'Afrique, Caraïbes, Pacifique qui sont éligibles. C'est un programme de près de 6 ans et qui s'inscrit dans la continuité d'une première phase du programme dont vous avez déjà dû entendre parler. La zone d'intervention du programme, comme je vous l'ai indiqué, s'établit sur l'ensemble des pays éligibles ACP. Cela représente près de 78 pays et cela comprend les pays les moins avancés et les petits pays insulaires en développement. Cela représente près d'1,5 milliard de personnes dont les moyens d'existence dépendent étroitement du maintien et du bon état des ressources naturelles. Et en termes d'importance internationale, et de rôle clé de ces pays ACP, ils abritent près de la moitié des hotspots de biodiversité reconnus au niveau international, soit près de la moitié des 35 hotspots jusqu'à présent identifiés. Et ça représente pas moins de 9000 aires protégées et conservées, tant terrestres que marines. On voit bien par conséquent, par son échelle, par son étendue, le caractère important de ce programme et l'ambition en termes d'appui sur l'ensemble des pays ACP.
La stratégie du programme s'établit sur 3 principaux piliers: les observatoires régionaux, le système d'information régional, ainsi que le fonds d'action, au sein duquel plusieurs appels sont organisés, y compris celui-ci sur les petites subventions d'intervention rapide. L'objectif du fonds d'action est d'améliorer la conservation de la biodiversité, et ceci dans des zones prioritaires, en finançant des actions concrètes sur le terrain, et ce en matière de gestion et de gouvernance des aires protégées et conservées. Et les objectifs spécifiques visent bien sûr à améliorer la gestion, la gouvernance de ces zones prioritaires. Je vais en présenter la définition juste après. Renforcer le cadre juridique requis pour assurer une conservation efficace de la biodiversité, mais aussi et surtout soutenir les initiatives des communautés locales destinées à renforcer leurs moyens de subsistance, et ceci tout en contribuant efficacement à la gestion des aires protégées et conservées dans ces pays. Qu'entend-on par les zones prioritaires? En fait, ce sont des zones comprenant les principaux paysages de conservation tels qu'ils ont été jusqu'à présent identifiés. Et vous avez un travail qui a été conduit par la Commission européenne, qui est synthétisé dans le document que vous pouvez voir à l'écran, qui s'appelle Au-delà des éléphants, et qui permet de faire un état des lieux des enjeux sur l'état, les besoins des aires protégées et conservées dans votre région, et qui identifie ces zones prioritaires telles que vous pouvez le voir sur la carte. Donc n'hésitez pas à consulter ce document, il est disponible sur notre portail, et si vous avez des difficultés pour le trouver, nos collègues de l'équipe régionale se feront un plaisir de vous transmettre le lien. Donc, ces zones prioritaires comprennent ces paysages principaux pour la conservation, mais aussi les zones clés pour la biodiversité, les aires marines protégées ou autres aires protégées et conservées, bien sûr, lorsqu'elles sont bien sûr identifiées par des outils de diagnostic ou des documents stratégiques élaborés par les pays ACP, et ceci comprend bien sûr les petits États insulaires en développement. Donc vous voyez, on a une vision assez large, assez compréhensive du lieu d'intervention au travers de cette définition de zone prioritaire, donc qui embrasse à la fois les aires protégées et conservées, mais aussi plus largement les paysages de conservation. Comme indiqué, le fonds d'action opère au travers d'appels à propositions. Nous avons d'ores et déjà organisé 2 appels. Un premier appel pour des subventions moyennes, lancé au mois de juin 2019. Plus tard, dans l'année 2019, nous avons organisé un appel sur les subventions, petites subventions techniques, et désormais, nous lançons un appel sur les subventions d'intervention rapide. Donc, à chaque type d'appel correspond un type de subvention différent, et ceci pour répondre à la diversité des besoins, à la diversité des types d'acteurs qui doivent et qui œuvrent à la conservation et la gestion de la biodiversité et la bonne gestion durable des ressources naturelles dans vos pays. Le budget global de ce fonds d'action est de 21 millions d'euros. Donc, je vais passer le micro à ma collègue Dédé, qui va donner de plus amples précisions sur l'objet, les critères de ces subventions d'intervention rapide, étant précisé que le fonds d'action Biopama ainsi que la Commission européenne, l'Organisation des États des pays ACP a tenu à prendre acte des impacts de la pandémie du Covid-19 et a marqué un signe de solidarité envers la diversité des acteurs de votre région. Ceci explique pourquoi cet appel maintenant et ses modalités telles qu'elles vont être précisées par Dédé. Donc un grand merci pour votre présence, et on sera ravis de répondre à vos questions juste après. Dédé, c'est à toi. Merci Carole, merci à tous pour votre participation. Je m'appelle Dédé Ama, je suis l'assistante technique Biopama pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale.
Je suis basée à Dakar, au Sénégal. L'objectif principal de cette subvention d'intervention rapide, c'est d'aider les pays du groupe des États ACP, comme Carole l'a déjà souligné, à répondre aux risques et difficultés provoqués par la crise du coronavirus. Comme vous le savez si bien, la crise du coronavirus a eu des impacts considérables directs et indirects sur la plupart de nos activités. Spécifiquement, cette subvention d'intervention rapide vise 3 objectifs que vous avez ici dessous. La première, c'est l'amélioration de la gestion et la gouvernance des aires protégées et conservées. Le deuxième objectif concerne l'amélioration de la résilience aux principaux chocs et reconstitution des aires protégées et conservées, y compris plan de financement durable innovant. Le troisième objectif concerne la préservation des moyens d'existence des communautés face au choc de la pandémie, tout en contribuant efficacement à la gestion des aires protégées. Ici, nous avons quelques exemples de risques potentiels ou avérés du COVID-19. Il s'agirait peut-être de la réduction du budget ou la réaffectation du budget vers d'autres priorités nationales ou d'autres priorités plus pressantes. On peut noter également des conséquences économiques pour le personnel de l'aire protégée, des cas de licenciement ou de réduction du personnel, par exemple, les soucis de santé et de sécurité du personnel des aires protégées et des communautés, la diminution des revenus liés aux activités touristiques et les retombées que ces impacts pourraient avoir sur les moyens de subsistance des communautés locales. On peut aussi parler de la recrudescence des crimes environnementaux, ce qui pourrait être peut-être dû au fait que les surveillances et les patrouilles ne se font plus comme avant. Alors, les critères d'admissibilité. Pour être éligible à cette subvention d'intervention rapide, alors, les activités proposées doivent répondre à des situations d'urgence induites ou aggravées par la pandémie du coronavirus et les restrictions mises en place pour la contenir. Ce que nous entendons par situation d'urgence, nous allons y revenir dans les prochains slides. Il s'agit ici également de mettre l'accent sur des actions rapides et non des actions programmatiques qui ont besoin de plus de temps. Et vous souhaiterez bien noter ici que la durée maximale pour ce projet, c'est 1 année. Alors, les activités éligibles doivent être cohérentes avec les objectifs de subvention d'intervention rapide. Elles doivent viser des résultats et impacts tangibles sur le terrain. Elles doivent être conformes aux normes du système de gestion environnementale et sociale de l'UICN. Nous allons y revenir également. Elles doivent permettre le partage des données et des informations avec le RIS, qui est le système d'information de l'UICN, de Biopama plutôt, et les observatoires régionaux qui constituent une sorte de plateforme d'information sur les aires protégées. Les activités doivent également être financièrement efficaces et durables. Il faut préciser ici également que toute proposition... Carole, tu peux... Alors, merci beaucoup. Il faut préciser ici également que toute proposition ne répondant pas aux critères ci-dessus énumérés seront rejetées. Alors, maintenant, à propos d'urgence.
elles doivent, juste un instant, d'après les guidelines de cette subvention d'intervention rapide, toute situation d'urgence doit répondre à certains critères. Il y a tout d'abord l'urgence elle-même par rapport au fait de savoir quand est-ce que la menace est-elle apparue ou bien quand est-ce qu'elle s'est aggravée par l'impact du COVID-19. Et bien sûr que dans cette situation, il vous faudra fournir des preuves pour confirmer les différentes affirmations. Donc, nous avons proposé là-bas, par exemple, des déclarations officielles qui peuvent être utilisées comme des preuves pour confirmer les situations d'urgence. Nous allons examiner la contrainte de temps. Ça, c'est également un élément qui nous permet d'évaluer l'urgence de la situation. Et elle tente de répondre à des questions comme y aurait-il un bénéfice mesurable sur la conservation si les activités commencent rapidement ou si elles peuvent attendre plus tard. Également, il y a le fait que nous allons également regarder l'aspect de la durée et de réversibilité de l'impact. Et la question est de savoir est-ce que la menace peut potentiellement causer des impacts sur le long terme en termes de gestion efficace de l'air protégée et les moyens de subsistance des communautés. Alors, pour être éligible pour cette subvention d'intervention rapide, l'entité demandeur doit être une entité juridique, publique ou privée, c'est-à-dire elle doit être enregistrée comme entité juridique séparée dans le pays cible de l'intervention. Il y a par exemple les organisations non gouvernementales qu'on peut mettre dans cette catégorie. Il y a les institutions étatiques qu'on peut mettre également dans cette catégorie. Il y a les organisations internationales non gouvernementales qui peuvent être éligibles. Et puis, voilà, le guideline sur les subventions d'intervention rapide vous fournit plus de détails par rapport à ces entités qui sont éligibles dans le cadre de cette subvention. En plus de cela, il faut que l'entité soit déjà impliquée dans la gestion de l'air protégé ou qu'il intervienne déjà dans les initiatives communautaires locales dans la zone d'intervention ciblée. Et pour cela, il vous faudra fournir des preuves également pour démontrer l'implication que votre institution a dans la gestion de cet air protégé, par exemple. Et dans ces cas de situation, une lettre de soutien de l'autorité de gestion de l'air protégé serait suffisant et aussi un protocole d'accord de collaboration entre votre institution et l'autorité de gestion de l'air protégé. Ça serait des documents importants pour justifier votre implication dans la gestion de l'air protégé concerné. Et également, il faut que l'entité demandeur soit directement responsable de la préparation et de la gestion de la subvention et ne pas agir comme intermédiaire. Également, il faut noter que si vous êtes bénéficiaire d'une autre subvention financée par l'Union européenne, y compris les fonds du FED, pour les mêmes activités que vous nous soumettez sous cette subvention d'intervention rapide, vous ne serez pas éligible. Et là-dessus, les guidelines donnent plus de précision par rapport à ces aspects d'admissibilité et d'éligibilité. Alors, ici, nous avons les pays éligibles dans le cadre de cette subvention d'intervention rapide pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc, comme vous pouvez le remarquer, il y a presque tous les pays de la CEDEAO, y compris la Mauritanie
et en plus des pays de l'Afrique centrale. Donc, il y a le Bénin, le Burkina, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Gabon, le Cameroun. La liste, comme vous le voyez présentée, tous ces pays sont éligibles pour appliquer à cette subvention d'intervention rapide. Ici, vous avez quelques exemples d'activités éligibles dans le cadre de cette subvention. Des activités de maintien des opérations anti-braconnage sont éligibles. L'achat de véhicules, de bateaux pour la surveillance des aires protégées. L'achat d'appareils de communication pour les patrouilles, par exemple les radios, les émetteurs, récepteurs, téléphones portables, les radars sont éligibles. Achat d'outils de démarcation de frontières et de zonage. On a les bouées, les barrières, les panneaux de signalisation. Ces activités sont éligibles. Équipement de protection individuelle pour le personnel de terrain, masques, gants, désinfectants pour les mains. Et des activités concernant le développement et la promotion des moyens de subsistance durable des communautés, des activités qui pourraient avoir des bénéfices économiques directs aux communautés et leur permettre de subvenir à leurs besoins de base. Tous ces types d'activités sont éligibles et bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Alors, ici, nous avons la liste des activités qui ne sont pas éligibles dans le cadre de cette subvention d'intervention rapide. Des activités concernant l'achat de terrain ou des activités pouvant causer le déplacement involontaire de population ne sont pas éligibles. Des activités sur les terres ou territoires de populations indigènes sans avoir obtenu leur consentement préalable libre et informé ne sont pas éligibles. Les activités sur des terres contestées par des communautés locales, des activités affectant négativement les ressources physiques, culturelles et leur accès, y compris celles importantes pour les communautés locales. Indirectement, les activités pouvant occasionner des restrictions d'accès aux ressources pour les communautés ne sont pas éligibles. Des activités affectant de manière significative des groupes vulnérables ne sont pas éligibles. Et en dernière position, les activités pouvant occasionner l'utilisation de pesticides illicites ne sont pas éligibles. Donc, ces activités, comment dirais-je, énumérées si haut, ne sont pas éligibles si vous comptez les insérer dans les activités que vous comptez proposer pour cette subvention d'intervention rapide. Elles ne seront pas éligibles. Alors, le système de gestion environnementale et sociale, comme vous le savez, sans doute, l'UICN a mis en place un certain nombre de mesures de sauvegarde environnementale et sociale que vous retrouverez dans les guidelines sur la gestion environnementale et sociale des projets. Il est donc important de tenir compte de ces mesures pour pouvoir bien ficeler votre projet et aussi vous aider dans la mise en œuvre. Il s'agit là d'un des aspects importants de financement des projets de Biopama. Ce qui fait que nous allons regarder non seulement la qualité technique de votre proposition, mais également nous allons évaluer l'impact potentiel que le projet pourrait avoir sur l'environnement et sur la communauté environnante.
Et pas seulement ça, nous allons regarder également la capacité de votre projet à gérer les risques environnementaux et sociaux qui seront identifiés. C'est pourquoi, pour cette subvention d'intervention rapide, nous avons incorporé dans la fiche de demande pour cette subvention des questions spécifiques liées aux normes environnementaux et sociaux. Le but, c'est de nous permettre de comprendre le contexte dans lequel le projet va être mis en œuvre, l'impact des activités proposées et les mesures d'atténuation que le projet prévoit mettre en place pour mitiguer ces impacts. Donc, je précise ici que seuls les projets présélectionnés seront soumis à une analyse approfondie des risques. Et il y aura un formulaire que nous allons partager au moment opportun. Donc, ce que vous aurez à faire présentement, c'est en remplissant la fiche de demande, que vous répondiez aux séries de questions que nous avons incorporées dans le formulaire de demande. Et il faut noter que les informations fournies en réponse aux questions sur la gestion environnementale et sociale, la qualité de ces réponses vont déterminer le résultat de la proposition que vous allez soumettre. Donc, il est obligatoire que vous répondiez correctement à ces questions. Alors, comment postuler après tout ce que nous venons de voir? Tout d'abord, la demande doit se faire en une étape. Ça veut dire que vous devez soumettre une demande complète. Et une demande complète veut dire le portail rempli, les fiches nécessaires remplies et téléchargées sur le portail. L'appel, comme Carole l'avait mentionné plus tôt, elle est ouverte jusqu'à la fin de cette année, décembre 2020. Et ce qui veut dire que vous pouvez postuler à n'importe quel moment de maintenant jusqu'à la fin du délai, qui est le 31 décembre. Alors, le formulaire de demande doit être rempli en ligne sur le portail du Fonds d'action. Ici, vous avez le lien pour accéder à ce portail et c'est à travers ce lien que vous avez accès au formulaire. Le formulaire est en Word, mais vous devez accéder à ce portail pour l'avoir et vous devez le remplir et le télécharger après sur le portail. Nous prévoyons répondre à votre demande dans l'espace de 6 semaines entre la réception de votre réponse et la décision finale. Et n'oubliez pas que les demandes peuvent se faire en anglais et en français. Alors, les propositions écrites à la main et les propositions incomplètes ne seront pas acceptées. Voilà, comment postuler le portail? Comme je le disais tantôt, la demande se fait en ligne sur le portail Fonds d'action Biopama. Ici, vous avez l'image du portail et en haut à droite, vous avez le login. Cette partie du login vous permet de vous inscrire pour pouvoir accéder après à la page ou aux plateformes qui va vous permettre de rentrer les informations pour votre projet. OK. Après inscription sur le portail, vous aurez accès à cette plateforme que vous devez renseigner. La première partie de cette page parle des informations générales sur le projet.
Il s'agit de remplir des informations concernant le titre du projet. Et s'il vous plaît, ici, le titre du projet, c'est pas monsieur ou madame, mais c'est le titre que vous souhaiteriez donner à votre projet. Et il est important que vous le précisiez dans cette case. Le nom du candidat principal, également, il s'agit du nom de l'institution qui soumet le projet et non le nom de la personne qui est responsable de la soumission du projet. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous devez noter. Et à côté de cela, les zones prioritaires, par exemple, aussi, quand vous dites est protégée, c'est trop vague. Donc, donnez-nous spécifiquement le nom de l'aire protégée dans laquelle vous souhaiteriez faire votre intervention. L'information concernant l'organisation en charge de la supervision de l'aire protégée, et cette information également est primordiale. Assurez-vous que la bonne information est fournie sur le portail. Okay? Il y a la date et la période du projet. Il est très important de le remplir parce qu'on a vu des cas où les informations concernant la date de début et de fin du projet n'est pas mentionnée. Et la dernière information concerne le budget également. Il est important de vérifier l'information du budget que vous allez mettre sur le portail et ce que vous allez mettre dans le formulaire de demande. Ensuite, il y a la partie cadre logique que vous devez remplir en fonction des résultats, indicateurs, cibles et moyens de vérification. Pour la première fois, nous avons inclus dans les guidelines ou les orientations pour les demandeurs de cette subvention d'intervention rapide. Nous avons inclus dans les guidelines une liste des indicateurs de Biopama que vous devez également renseigner. Les orientations sur comment remplir le cadre logique sont fournies dans les lignes directrices ou le guideline dont je faisais mention tout à l'heure. Vous devez remplir le cadre logique ici sur ce portail et également dans le formulaire de demande que vous devez télécharger après sur le portail. Alors, et enfin, cette troisième partie comporte tous les documents nécessaires que vous devez d'abord télécharger, remplir et remettre sur le portail. Il s'agit là où vous avez téléchargé modèle, vous avez le template du formulaire de demande, vous avez la déclaration du demandeur, la fiche de vérification de capacité, le budget. Voilà, vous avez tous ces modèles-là sur ce portail. Et quand vous allez finir de remplir ces formulaires et de les télécharger sur le portail, assurez-vous que les pièces justificatives et documents additionnels sont aussi téléchargés. Comme vous le voyez ici, il y a là les rubriques clés par rapport auxquelles les différents points de l'évaluation sont attribués. Et vous remarquerez dans le tableau qu'à la première partie, en haut de la liste, il y a l'aspect urgence du projet. Et cet aspect qui prend 10 points. Donc, il est important de donner des détails et des preuves de l'urgence que vous souhaiterez adresser. Et par rapport à ça, des déclarations officielles sur cet état d'urgence pourraient aider. Il y a également les aspects
cohérence technique et pertinence des activités qui seront évaluées. Il y a les aspects capacité technique, il y a les aspects cohérence financière et justification. Il y a les caractères durables des activités et la manière dont vous allez répondre aux questions sur les impacts environnementaux et sociaux qui emportent à 5 points. Donc, nous précisons également ici que seules les propositions avec un score final supérieur au seuil de 21 points seront soumises au comité de validation du fonds d'action pour décision finale. Là, vous avez un aperçu du cycle plutôt de la subvention d'intervention rapide. Tout d'abord, il y a eu l'annonce de l'appel qui a débuté le 2 juin et qui prend fin le 31 décembre 2020. Donc, c'est un appel ouvert. Vous pouvez postuler à n'importe quel moment jusqu'à ce délai. Dès que la proposition est soumise, l'équipe régionale est immédiatement alertée. Donc, l'équipe régionale fait une première évaluation et soumet les propositions qui ont passé les critères d'éligibilité et autres au comité de validation pour la sélection. Le comité de validation, dès qu'il finalise le rapport, il le soumettent au secrétariat du fonds d'action. Et après l'étape secrétariat du fonds d'action, il y a la contractualisation proprement dite qui est faite. Et après cela, le projet doit être mis en œuvre en l'espace d'une année. Ici, vous avez une capture d'écran de la première page ou la page couverture du guidelines dont je parlais, les lignes directrices pour les demandeurs, toutes les informations spécifiques concernant ce fonds d'action, que ce soit les critères d'éligibilité, admissibilité, budget et autres, vous les trouverez dans ce document. C'est disponible sur le site web du fonds d'action. Il est très, très important que vous le parcouriez avant de remplir et d'envoyer votre demande. À côté du guidelines, vous avez le manuel sur les normes environnementales et sociales. C'est un document qui vous aidera également à savoir comment faire ressortir les risques potentiels de votre projet et comment proposer un plan de gestion de risque. En dernière position, nous avons la politique de passation de marché et la procédure applicable aux bénéficiaires de subventions Biopama. C'est un document qui vous permet également de savoir sous quelles conditions vous pouvez faire des achats et autres. Alors, je vais m'arrêter là et passer la parole à ma collègue Anna, qui va continuer la présentation et vous parler des questions finances et budget dans le cadre de cette subvention d'intervention rapide. Merci pour votre attention. Anna? Merci beaucoup, Dédé. Bonjour tout le monde. Dédé, est-ce que tu peux... Voilà, merci. Donc, premier point, Biopama finance les subventions d'intervention rapide à 100%. Par conséquent, les budgets que vous préparez doivent inclure uniquement les coûts financés par Biopama. Ça veut dire qu'il n'y aura pas dans votre budget de contributions de votre part. Donc, tous les coûts qui sont inclus dans le budget sont les coûts que le Biopama va financer. Deuxième point, Dédé a déjà touché sur le point de
capacité organisationnelle, opérationnelle et financière. Cette capacité est vérifiée par le biais de questionnaires. Le questionnaire, il est parti de votre soumission de la proposition. Carole, ça va? Allô? Oui, 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 ça a été coupé, désolée. Ça a été coupé, oui, excusez-moi. Carole, est-ce que tu peux me dire où quelle était la dernière phrase que vous avez entendue? Oui? On en était aux capacités. Donc, le formulaire de la capacité organisationnelle, opérationnelle et financière fait partie de votre proposition. S'il vous plaît, lisez toutes les rubriques, répondez aux questions et annexez les documents nécessaires. Ça va nous permettre d'analyser la capacité de votre organisation en tant que bénéficiaire potentiel de la subvention de BIAPAMA. Le budget de subvention à l'intervention rapide peut être basé dans certaines rubriques sur l'option de coût simplifié. Nous allons en reparler un tout petit peu plus tard. Et je vais expliquer les différences entre les deux approches au budget. Il me reste deux éléments à couvrir sur ce slide. Subventions en cascade. Subventions en cascade ne sont pas autorisées. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous recevez une subvention de BIOPAMA, vous pouvez bien évidemment les mettre en œuvre dans le partenariat avec les co-bénéficiaires. Donc, avec vos partenaires, autres organisations qui font partie de cette proposition. Mais vous ne pouvez pas accorder des subventions aux autres parties, donc aux parties tiers. Encore une fois, la règle ici n'est pas être en mesure, vous n'êtes pas en mesure de passer les subventions des BIOPAMA aux tiers. Parfois, il y a une confusion dans la compréhension de ce terme, subvention en cascade et sous-traitance. Vous pouvez bien évidemment recourir aux sous-traitances. Donc, certaines parties du projet, par exemple, une recherche, une publication, l'impression, ils peuvent être sous-traités. Mais sous-traitance ne représente pas une subvention en cascade. C'est uniquement les subventions en cascade qui ne sont pas autorisées. La sous-traitance de certaines parties de vos activités sont autorisées. Frais de gestion. Frais de gestion représentent maximum 7%. Comment calcule-t-on ces 7%? Ces 7% sont appliqués au total de coûts directs éligibles. Et nous allons voir dans le budget que vous avez quelques catégories budgétaires, donc de coûts qui sont totalisés. Donc, vous aurez un total de ce coût et sur ce total, vous appliquez simplement ce pourcentage qui peut s'élever maximum à 7%. OK. On va descendre et regarder coûts éligibles comparé aux coûts inéligibles. Donc, les coûts éligibles sont répartis dans le budget entre 5 catégories. Ressources humaines. Ressources humaines, ce sont des coûts de personnel de votre employé ou ouvrier.
ça veut dire ce sont les gens qui sont liés avec vos organisations par le biais des contrats de travail. Voyage, ce sont les déplacements, plus le coût de repas, de petites dépenses liées aux déplacements locaux, le coût d'hôtel, etc. L'achat des véhicules, équipements et fournitures représente une catégorie à part dans le budget. Tous les achats doivent avoir un lien direct avec le projet. Par exemple, l'équipement pour le bureau ne fait pas partie de cette catégorie. Donc, uniquement l'équipement, les fournitures, le matériel nécessaire pour la mise en œuvre du projet. Coût du bureau local. Ce sont des coûts de votre bureau local qui peuvent être le coût de loyer, une certaine partie de loyer, une certaine partie d'électricité ou autre Internet ou autre coût pareil. Et enfin, la dernière catégorie, cette catégorie s'appelle autres coûts et services. Et fréquemment, ou presque dans tous les cas, ce sont les coûts que vous sous-traitez. Donc, le coût, les achats que vous faites à l'extérieur, ce ne sont pas vos coûts internes. On va voir un exemple un peu plus tard. Parmi les coûts inéligibles, on peut citer dettes et intérêts, provision pour perte ou passif potentiel futur, donc le coût qui ne représente pas de flux de trésorerie. Achat de terres ou de bâtiments sont interdits, donc ces coûts ne sont pas acceptés. Les pertes liées au taux de change ne sont pas éligibles. Et crédits à des tiers ne sont pas éligibles, eux non plus. OK. Maintenant, je vais aborder très brièvement la différence qui existe entre la méthodologie standard de coût réel, ça veut dire l'approche qu'on utilise presque toujours dans ce type de financement, et la méthodologie de coût simplifié. Donc, si vous utilisez le coût réel comme base de méthodologie, à l'étape du budget, vous faites une estimation, donc une prévision de coût. Au moment du rapportage, nous vous remboursons les coûts réels. Ça veut dire que vos rapports seront basés uniquement sur le coût encouru et payé et enregistré dans vos livres. Ce type de reportage est assez complexe et demande beaucoup de temps pour l'administration, pour le personnel financier. Chaque euro dépensé doit être justifié. Par contre, la méthodologie de coût simplifié demande plus de travail à l'étape de l'acceptation ou de négociation de budget. La valeur unitaire, donc les dépenses par mois, par jour, donc par unité, sont fixées ou sont bien définies et validées à l'étape de la négociation du budget. Sur base de quoi? Sur base de données statistiques ou historiques. Je vous donne comme exemple, à titre d'exemple, par exemple, votre chargé de projet vous coûte 1 000 € par mois.
le brut et les charges patronales, tout compris. Et vous pouvez justifier au moment de la proposition ce taux. Donc, si nous validons ce taux sur base de documents valables, ce taux sera fixé et utilisé pendant toute la durée du projet. Ayant établi ce montant unitaire, nous ne pouvons pas le changer pendant la mise en œuvre du projet. Ce type de méthodologie réduit les risques d'erreur parce que votre taux sera fixé déjà et les charges administratives, le volume de temps passé sur le rapportage, il sera réduit aussi de manière significative. Mais comme toujours, il y a des avantages, il y a des désavantages. Et il faut bien mesurer le rapport entre ces deux. Nous allons voir un exemple de budget maintenant et je vais vous préciser quelles catégories budgétaires sont susceptibles à bénéficier de ce type de traitement, donc de coûts simplifiés. Regardons-nous l'exemple du budget. Donc, on commence par coût de personnel. Coût de personnel, comme déjà mentionné, ce sont les salaires bruts et n'oubliez pas les charges de sécurité sociale et autres coûts employeurs correspondants. Par exemple, les charges d'assurance de vie, les charges de médecine, toutes sortes de subventions pour la famille, etc. Donc, tout ce que vous payez comme employeur pour vos employés. Comme exemple, on a mis ici chargé de suivi à 50%. ETP, ça veut dire équivalent temps plein. Puis, vous remplissez le nombre d'unités, 6 mois, et valeur unitaire, 1000. Donc, ce valeur unitaire, précisément, c'est le montant que cette personne vous coûte par mois. J'attire votre attention sur la section F, justification des coûts. Nous vous demandons de préciser bien la nature du coût et aussi la méthode utilisée par vous afin de bien calculer ces coûts. Regardez comment nous avons rempli cette partie, cette ligne. Chargé de suivi, 50% ETP. Puis, nous disons quelle sera la responsabilité de cette personne, de cette fonction. Et puis, comment le coût est calculé. 50% fois 12 mois, ça fait 6 mois. Ça veut dire que dans le nombre d'unités, vous devez mettre 12 multiplié par 50% égale 6. C'est ça ce que je dois avoir dans votre budget. La valeur unitaire de salaire est brut mensuel plus charge d'employeur. À titre d'exemple, nous avons inclus ici les coûts de garde communautaire. Vous voyez que nous avons fait la prévision sur base de garde patrouille. Et nous avons calculé pour 10 gardes, pour 10 gardes par mois, qui sont projetés à faire 3 patrouilles. Nous avons calculé 10, ça veut dire 10 gardes, 3 patrouilles fois 12 mois, 360. Comme ça, quand nous lisons votre budget, il est clair pour nous quelle activité et comment vous estimez de couvrir avec ce budget, avec les fonds de BIOPAMA. La catégorie coût du personnel,
peut être susceptible à l'application de l'option de coût simplifié. Ce sera décidé pour nous et vous proposer cas par cas. Voyage et séjour, catégorie 2. J'attire votre attention encore une fois sur l'approche, sur le moyen de remplir la partie justification. Par exemple, dans la ligne 2.2, transport locaux des gardes nature communautaire, nous avons mis location véhicule pour le transport des gardes nature communautaire. Combien de missions? 3 missions par mois, fois 12 mois, ça nous fait 36. Alors, dans le nombre d'unités, vous voyez 36 fois 10, qui est la valeur unitaire, égale 360. Nous avons aussi inclus ici, à titre d'exemple, les rations alimentaires pour les gardes. Et si vous regardez ligne 1.2, garde nature communautaire, il y a une concordance entre ces deux lignes. Donc, combien de gardes par patrouille et de patrouilles effectuées sont planifiées et les rations nécessaires. Donc, il y a une logique. Voyage et séjour, puis vous avez véhicule, équipement, fourniture pour le projet. Voiture, équipement et fourniture pour le projet ne sont pas susceptibles à l'application de méthodologie des coûts simplifiés. Ici, c'est non. Encore une fois, je ne vais pas me répéter, mais toutes les explications dans notre exemple sont claires et rentrent dans la logique de budget. Bureau local. Pour le bureau local, vous pouvez utiliser l'option de coût simplifié. Donc, c'est possible et dans ce cas-là, il nous faudra des documents qui peuvent nous permettre de valider ce coût. Et la dernière rubrique, la rubrique autres coûts et services, comme déjà expliqué, ce sont des achats externes. Donc, il ne doit pas avoir ici des achats, des coûts qui sont des coûts internes à vous, comme par exemple des salaires. D'accord? Je crois que nous avons regardé l'exemple. Si vous avez des questions sur les principes de fonctionnement de financement et sur la manière à remplir le budget en format Excel, je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci. Merci, Merci Anna. beaucoup, Anna. Si vous avez des questions, vous pouvez soit écrire dans les chats, mais comme on est un groupe avec 20 personnes, peut-être aussi vous pouvez demander la parole et partager votre question. En tout état de cause, pendant la préparation de vos demandes, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des doutes ou des besoins d'éclaircissement. On sera ravis de répondre à vos questions. Et pour cela, veuillez utiliser cette adresse mail-là. C'est une adresse mail collective, ce qui nous permet de pouvoir vous répondre le plus rapidement possible selon nos disponibilités. Mais si vous avez une question, visitez notre site web, regardez les lignes directrices et si vous n'avez toujours pas de réponse, veuillez nous contacter à cette adresse email. Ce que je peux peut-être préciser, c'est que lorsque vous êtes sur, je retourne en arrière, sur le portail Biopama, veillez bien à remplir toutes les cases, à informer tous les cadres.
malheureusement, si votre proposition est incomplète, comme cela a été souligné par Dédé, on ne pourra pas la considérer, on ne pourra pas l'évaluer et par conséquent, même si vous soumettez mais que il manque beaucoup d'informations, il manque aussi les formulaires que vous devez remplir, on ne pourra pas l'évaluer. Par conséquent, le délai des 6 semaines ne pourra pas courir. On a déjà eu des propositions soumises, mais qui sont très lacunaires, qui n'ont pas d'informations sur ces principaux champs et qui n'ont pas le formulaire tel que vous devez le soumettre à ce niveau-là. Veuillez bien télécharger le formulaire, le compléter et le téléverser à ce niveau-là. Sans formulaire technique, sans budget, sans document précisant par exemple votre équipe, précisant la signature de votre autorisation, votre mandat de votre co-candidat, on ne pourra pas considérer comme complète votre proposition. Donc soyez vraiment vigilants, visitez le portail, regardez une fois de plus toutes les informations devant être précisées. N'oubliez pas votre cadre logique. Une proposition sans cadre logique n'est pas une proposition complète. Donc, remplissez votre cadre logique, soumettez, téléchargez tous les documents afin qu'on puisse de notre côté évaluer votre proposition et donc qu'on puisse répondre à votre candidature. Est-ce que vous avez des questions? Il y a une question. Savoir, et concernant les frais de gestion du projet, c'est-à-dire c'est quoi on met concrètement dans ces frais, parce que quelles sont les activités bien les trucs qui sont habilités à être mis dedans, parce que ça varie d'un partenaire à un autre. Voilà, donc ça c'est la première question sur le budget. Maintenant, par rapport à la présentation sur la proposition technique, et Madame Dédé a tout, dans sa présentation, si j'ai bien compris, concernant les ONG, elle a parlé de la soumission de l'accord de collaboration et de la lettre de soutien. Et les deux documents, à mon avis, pour une ONG, c'est déjà trop, parce que l'accord de collaboration pour une aire protégée avec l'agence de gestion des aires protégées, c'est des documents qui sont vraiment difficiles à obtenir. S'il faut obtenir à chaque fois un accord pour une protégée, c'est compliqué. Moi, je pense que si l'ONG est déjà, c'est-à-dire existe légalement, elle a ce qu'on appelle le récépissé, et si pour un projet, elle a déjà une lettre de soutien de l'agence de gestion des aires protégées, je pense que c'est suffisant. Ça, c'est d'elle. Et puis également, quand on regarde également dans le truc, on constate également qu'il y a les aires protégées communautaires. Donc, or, les aires protégées communautaires, souvent, c'est les ONG qui aident les communautés à les créer. Et l'État vient en tant qu'agence technique de soutien. Maintenant, si l'ONG a une collaboration avec les populations ou bien les communautés pour la gestion de cette aire protégée communautaire, je pense qu'il y a un accord qui lie les communautés et l'ONG. Je pense que c'est déjà suffisant dans ce cas. Donc, il faut peut-être nuancer. Voilà donc les points sur lesquels je vais intervenir. Tout à fait. Merci. Ce que je vous propose, c'est que je vous réponds à cet élément sur la proposition technique et je laisserai Anna vous donner de plus amples détails justement sur ce que comportent les frais de gestion. Sur le soutien aux organisations, comme Dédé vous l'a bien précisé, dans le cadre de ces subventions d'intervention rapide, comme vous l'avez compris, il y a un enjeu de temps. C'est la raison pour laquelle on a posé comme critère
que les organisations doivent déjà avoir une collaboration existante, tangible, doivent déjà être impliquées dans l'aire protégée visée ou auprès des communautés visées. Pour élément de preuve de cette implication tangible, existante, il vous est en effet demandé, que ce soit par une lettre de soutien, mais une lettre de soutien qui précise bien le projet pour lequel vous candidatez, la communauté avec laquelle vous avez travaillé ou l'aire protégée avec laquelle vous allez collaborer également. Il faut que cette lettre soit élaborée et signée pour ce projet précis, pas un projet déjà présenté il y a 2 ans. On a déjà eu ce cas d'école. C'est la raison pour laquelle je me permets de vous donner cet exemple. Il faut que la lettre de soutien soit vraiment actuelle et précise bien l'organisation qui porte, qui va bénéficier du soutien et précise bien le projet pour lequel la subvention est demandée. Si vous travaillez avec une aire protégée qui est gérée par une autorité nationale, tout dépend de la situation. Si déjà vous avez un mémorandum d'accord qui précise que pour pendant plusieurs années, y compris cette année 2020, vous avez cet accord pour intervenir auprès de certains protégés, cela fait office de preuve. Si vous n'avez pas d'accord, de mémorandum d'accord, en revanche, il vous est demandé cette lettre de soutien, cette preuve tangible que l'autorité de gestion est premièrement informée de votre intention de soumettre une candidature, deuxièmement vous soutient pour mettre en place les activités telles que proposées à la subvention. Ça vous va comme ça? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, exactement. Comme vous avez si bien répondu, c'est l'un ou l'autre et les deux à la fois. Voilà, Donc, il nous faut un élément bien. tangible. Voilà, il nous faut une preuve et une preuve actuelle. D'accord? Voilà, c'est clair. Merci. Je laisse Anna vous répondre Merci. sur les frais de gestion. OK, on parle ici de coûts indirects. Les coûts indirects sont les coûts éligibles. Ça, c'est le premier qualificatif de ce coût. Ça veut dire que le coût inéligible que nous avons parcouru ensemble ne font pas partie des coûts indirects. Par exemple, la perte d'échange, comme exemple de coût inéligible. Alors, ce sont les coûts éligibles qui vous ne pouvez pas identifier comme des coûts spécifiquement et directement liés à la mise en œuvre de votre projet. Ça veut dire que vous n'êtes pas en mesure de les imputer directement à votre budget. Ça a l'air très théorique, donc je vous donne un exemple. Une assistante administrative qui travaille sur plusieurs projets et sur la structure en général en même temps. Et cette assistante ne remplit pas les feuilles de temps. Donc, vous avez ces coûts, les coûts de cette assistante. Vous ne pouvez pas dire exactement combien de temps elle a travaillé sur le projet. C'est impossible pour vous. Donc, votre comptabilité ne permet pas ce type de manipulation. Alors, elle a travaillé sur le projet, mais il n'est pas possible de faire un lien direct. Dans ce cas-là, ces coûts seront couverts par le montant forfaitaire qui ne doit pas dépasser 7%. C'est un d'exemples qu'on peut vous donner. Ou, par exemple, les frais de l'impression, des copies que vous faites. Vous ne pouvez pas dire exactement combien de copies sont liées à ce projet, mais quand même, vous faites les copies. Donc, c'est pour ça qu'il y a une rubrique budgétaire qui s'appelle les coûts indirects. Encore une fois, le taux de ce coût représente un pourcentage qui ne peut pas dépasser 7%. Et autre chose qui est très importante, le financement à taux forfaitaire de ce coût indirect ne sera présent, il ne peut pas
faire un doublon avec le coût direct. Vous ne pouvez pas inclure les coûts, par exemple, pour les copies dans vos coûts directs, dans le budget, dans les frais de bureau, et les mettre également dans le coût en direct. Le rapportage des coûts en direct couverts par le taux de 7% maximum ne doit pas être justifié par le document comptable. Donc, c'est un type de rapportage qui est très, très facile. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, mais peut-être moi, je voudrais savoir, par exemple, dans ce coût-là, est-ce que c'est possible, par exemple, d'acheter un ordinateur, puisque c'est pour le travail du projet? L'ordinateur pour le travail, plutôt, je veux préciser l'ordinateur pour le projet. L'ordinateur pour le projet, oui. Vous pouvez le mettre, donc c'est un coût tout à fait direct, puisqu'il sera acheté pour la mise en œuvre de votre projet, et vous avez la rubrique qui s'appelle équipement, fourniture, etc. Donc c'est la catégorie 3, véhicule, équipement et fourniture pour le projet. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour votre aimable attention. Allô? Oui, je vous écoute. Bonjour. Bonjour. Je m'excuse d'être arrivé un peu en retard. Peut-être que je n'ai pas très bien suivi certaines explications. Moi, je suis Donald Jossi de l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale. Bienvenue. D'emblée, je sais que je ne suis pas éligible à ce genre de subvention, mais j'ai quand même une question. En fait, je voudrais prendre ce qu'on appelle par subvention. Non. J'ai vu quelque chose, subvention en cascade, quelque chose de ce genre. Oui. Sur la diapo qui vient de passer. Et j'aimerais comprendre. C'est financement en cascade, voilà. Financement en cascade. Ça renvoie à quoi? Oui, d'accord. Voilà, la subvention est octroyée à votre organisation et éventuellement à vos partenaires. Vous n'êtes pas autorisé d'accorder l'aide ou le soutien financier à des tiers. Ça veut dire que, par exemple, vous ne pouvez pas recevoir notre subvention et puis identifier une autre association dans votre région et octroyer un certain montant de subventions à cette organisation. Ça s'appelle les subventions en cascade. Par contre, si votre proposition est soumise, votre candidature est soumise par un partenariat, par exemple l'association X et l'association Y, tous les deux partenaires ont le droit à partager, à bénéficier de cette subvention. Ceci n'est pas une subvention en cascade. Deuxième point, la différence entre les subventions en cascade et la sous-traitance. Vous êtes, comme expliqué, bien évidemment autorisé de recourir aux sous-traitances dans les mesures raisonnables. Et si vous avez besoin d'avoir l'impression de vos publications ou de vos brochures, c'est tout. Et vous ne pouvez pas le faire vous-même. Vous n'êtes pas une société d'impression. Vous pouvez recourir aux sous-traitances. Ça, ce type de travail ne représente pas des subventions en cascade. Les subventions en cascade,
c'est uniquement le soutien financier à des tiers. Est-ce que ma réponse était suffisamment claire ou vous voulez avoir encore des précisions? Très bien, merci. C'est bon. En somme, on ne peut pas redistribuer une subvention. On peut avoir des partenaires, on peut avoir des sous-traitants, mais on ne peut pas redistribuer une subvention. C'est la notion de cascade. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Merci à vous. Je ne vois pas de nouvelles questions. Si. Ah, je vous écoute. Je peux poser? Oui, j'ai toujours quelques malcompréhensions sur les subventions en cascade. Je vais citer un exemple. Oui. Nous, les BAB, on travaille avec les communautés locales dans les différentes aires protégées. Par exemple, si on veut appuyer une communauté de pêcheurs, on reçoit la subvention. Parmi les activités qu'on fait, par exemple, sur la conservation de tortues marines, on a le comité de pêcheurs qui parfois rattrape les tortues marines. On veut qu'ils finissent avec ce type d'activité, qu'ils puissent placer les tortues de retour en eau. Et on veut les appuyer dans les activités de la pêche. On va considérer cette subvention en cascade ou ce n'est pas le cas? En fait, tout dépend comment vous allez donner ou supporter les pêcheurs. Vous ne pouvez pas leur donner de l'argent comme ça, sans qu'il y ait un processus. Vous pouvez peut-être les appuyer en achetant des outils, des moyens de pêche moins impactants par rapport aux tortues et leur donner, mais vous leur donnez du matériel. Vous achetez du matériel, vous leur donnez du matériel. Ce n'est pas un flux financier. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est clair pour moi maintenant. Est-ce que c'est le type d'approche et de soutien que vous opérez avec les pêcheurs? De l'achat de matériel moins impactant, c'est ça? Par exemple, on construit des usines à glace parce que les pêcheurs sont souvent dans les îles isolées, qu'ils puissent aller à la pêche. Je vous entends pas. Ils puissent conserver leurs poissons. On peut le pêcher aussi, le payer aussi des moyens de transport pour qu'ils puissent venir à l'argent, mais c'est nous qui construisons les usines à glace. Je comprends bien. Ils peuvent en bénéficier, mais il n'y a pas de... C'est bon? Ils peuvent en bénéficier, tout à fait, Okay. mais là, il n'y a pas de transfert de cash, d'argent en direct. Vous pouvez, c'est comme les formations. Vous pouvez faire des formations, des sessions de formation, ils en bénéficient, mais là, il n'y a pas de transfert de flux d'argent, sans qu'il y ait un processus bien précisé. Et dans votre budget, vous devrez préciser si vous construisez ces usines à glace ou si vous achetez du matériel pour le bénéfice des pêcheurs. Il faut que votre budget soit clair, en fait. Et précise justement avec ces différentes lignes ce que vous allez acheter pour aider ces pêcheurs-là. Anna, vous voulez compléter? Merci. Non, c'est tout à fait ce que je voulais dire, oui. Pardon. Donc, distribution de fonds n'est pas autorisée. Les achats, oui. Clair pour moi maintenant. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'entends pas et ne vois pas de nouvelles questions. Non? Bien, je vais vous remercier alors. Un grand merci pour votre temps, pour votre disponibilité, pour vos questions. Une fois de plus, on reste à votre disposition. N'hésitez pas à nous envoyer un message à l'adresse indiquée.
On se fera un plaisir de vous donner de plus amples précisions et veillez une fois de plus à la complétude de vos propositions, car c'est très triste pour nous de voir que parfois il y a des idées très intéressantes, des projets potentiellement très intéressants, mais qui sont incomplets et donc on ne peut pas les évaluer. Donc s'il vous plaît, veillez à bien compléter vos propositions. Un grand merci. Je laisse également mes collègues vous remercier et je vous souhaite encore tout le meilleur pour candidater à ce nouvel appel Biopama. Un grand merci. Merci Carole, merci à tous pour votre participation. Et comme Carole vient de le préciser si bien, assurez-vous que votre présentation se fait de manière complète pour nous faciliter aussi l'évaluation à cette étape. Nous restons disponibles, bien sûr, pour répondre à toutes questions éventuelles que vous pourriez avoir pour soumettre de bonnes propositions. Donc, merci à vous tous. Tania, tu voulais dire quelque chose? Tania, ton micro. Ton micro fermé. Ok, désolée. Donc, je disais que merci à tout le monde et on reste disponible à travers le mail qui a été fourni. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Si vous avez besoin de clarification, si vous avez une question particulière, nous sommes là pour vous aider. Merci et bon succès avec vos applications.